Pour ceux qui sont en webinaire, on commence par la partie liée à la fiscalité des particuliers, donc plutôt l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu les barèmes ont été revus à la hausse de 5,4% pour tenir compte de l'inflation tout simplement. Donc ça, ce sont les tranches d'imposition. Donc voilà, avec les taux marginaux d'imposition. Attention à ne pas confondre avec les taux moyens d'imposition. J'enverrai les supports, hein, bien entendu. Vous avez pas besoin de prendre des notes. Et il y a des petits commentaires sous les supports. Donc, par contre, les taux, ils n'ont pas changé. Les taux n'ont pas changé. Non, juste les tranches. Donc, quand quelqu'un dit « Oh là là, attention, je paye de l'impôt sur le revenu à 30%, c'est pas parce qu'il est dans la tranche marginale d'imposition à 30% qu'il paye tout à 30%. Hein, parce que, effectivement, s'il touche 30 000 euros, c'est 30 000 moins 26 000 fois 30, 26 000 moins 10 000 fois 11, et le reste, c'est à zéro. Donc, attention entre les taux marginaux et les taux moyens d'imposition à bien faire. Je rappelle. Au niveau de l'avantage lié au quotient familial, il est aussi revu à la hausse comme chaque année. Donc, par demi-part, au-delà d'une part, c'est l'économie d'avoir un enfant est limitée à 1 678 euros cette année. Ensuite, pour les parts accordées au titre du premier enfant à charge aux personnes célibataires, c'est 3 959. C'est juste des revalorisations. Hein. Accordé au titre de chacun des 2 premiers enfants à charge aux personnes. Ça ne change pas le principe. Pareil sur les avantages liés aux enfants majeurs. Les enfants majeurs peuvent être soit rattachés au foyer fiscal, soit détachés. Et du coup, à ce moment-là, il y a des pensions alimentaires qui sont calculées avec des plates. Donc, bon, l'épargne, c'est que des revalorisations. 6 328 contre 6 042, 12 736 contre 12 084, etc. Pour les personnes qui payent peu d'impôts sur le revenu, il y a une décote qui est prévue. Donc là, c'est pareil, ça a été revalorisé à la hausse comme tout. Je passe sur le calcul. Pour les employeurs établis hors de France, donc à compter du 1er janvier 2023, ils sont soumis à l'acompte d'impôt sur le revenu et plus à la retenue à la source des revenus de source française imposable en France, et versés par quelqu'un de l'UE ou comme ça. Donc, c'est plus retenu sur leur salaire, en fait, c'est quelque chose qu'ils doivent verser comme les indépendants qui ne sont pas salariés, qui n'ont pas divulgué un salaire. C'est un acompte qui est prélevé sur leur compte bancaire personnel. Petit changement, donc ça c'est à la baisse pour une fois. Sur 2022, il est possible de moduler les prélèvements à la source sur impôt.gouv, espace particulier, s'il y a une différence de revenus estimée à 5%, alors qu'avant c'était 10%. Donc voilà, donc sachez que s'il y a une augmentation ou une diminution de 5% des revenus, vous pouvez moduler votre prélèvement à la source sur impôt.gouv. Par la demande sur l'espace en ligne. Tout se fait en ligne maintenant. Tout est automatisé. Vous avez aussi votre messagerie en ligne personnelle sur laquelle vous pouvez écrire et vous avez votre historique des choses. C'est intéressant à savoir. Pour le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, donc pour certains services limitativement énumérés par la loi, donc garde d'enfants, jardinage, assistance aux personnes âgées, etc. Bien sûr, il y a un crédit d'impôt sur l'emploi des salariés à domicile. Donc dès 2023, l'administration fiscale veut encore plus d'informations en fait sur qui est bénéficiaire, etc. Quelle est l'adresse, quelles sont les factures qui ont été payées. Donc déjà, avant, on indiquait pas mal de choses sur la déclaration d'impôt sur le revenu, notamment sur l'adresse, mais là, il va falloir encore plus de justificatifs qui arrivent bien à tracer d'où vient l'argent. Oui. Oui. C'est différent si c'est les enfants, le jardinage, etc., l'assistance informatique, etc.
En parlant de garde de jeunes enfants, donc ça, ils en parlaient dès le dernier trimestre 2022. Donc, ils ont rehaussé ce seuil. Il est passé de les dépenses prises en compte pour les frais de garde de jeunes enfants, pour le crédit d'impôt, il passe de 2 300 à 3 500 euros par enfant à charge, ou 1 750 quand l'enfant est en garde partagée. Donc ça incite à faire garder les enfants. Le crédit d'impôt pour acquisition et poste de système de charge véhicule électrique, en fait, il est juste prorogé. Il ne change pas. Il est toujours limité à 300 euros. C'est toujours 75% des dépenses éligibles, mais il est prorogé de 2 ans. La réduction d'impôt pour souscription au capital de PME Madelin. Ah, j'ai des personnes dans la salle d'attente, virtuelles, je les fais rentrer. Je peux perdre, je vais les faire rentrer. Là, j'ai vu une notification qui est déjà entendue dans la salle d'attente, mais quand on voit les participants, j'ai personne en salle d'attente. Donc ça doit être bon. Ouais. Ok, on revient, désolé. Donc, réduction d'impôt Madelin, le taux de cet avantage fiscal, donc il y a toujours un décalage entre les souscriptions qui sont au premier trimestre de chaque année, le temps que le décret y passe en fait. Donc en fait, ceux qui souscrivent au capital de PME en début d'année, ils sont désavantagés parce que le taux il est à 18% et le temps que le décret passe, après il passe à 25%, souvent vers mars. Donc le taux de 25%, il est maintenu pour les versements effectués à compter d'une date fixée par décret, ce sera sûrement en mars, pour jusqu'au 31 décembre 2023. Donc ça, il y a plusieurs conditions, notamment d'embaucher des salariés avant la clôture du deuxième exercice, etc. Pareil sur la réduction d'impôt pour souscription de parts de fonds communs de placement d'innovation et de fonds d'investissement de proximité. Le taux est maintenu à 25% jusqu'au 31 décembre 2023. Ce sont des prorogations. C'est une dérogation qu'a obtenue la France par rapport à l'Union européenne, une négociation avec Bruxelles pour obtenir un taux qui était porté ici à 25%. Il y a aussi une réduction d'impôt pour souscription au capital de sociétés foncières solidaires. Donc, ce taux est aussi à 25% jusqu'au 31 décembre 2023. Dans le diaporama, vous aurez les conditions pour bénéficier de ces réductions d'impôt. Donc, je vous épargne de tout ça. La réduction d'impôt pour les dons, donc sur l'impôt sur le revenu, c'est une réduction d'impôt qui est égale à 60% du don. Elle est étendue aux dons consentis aux communes, syndicats intercommunaux de gestion forestière, syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers. Ça s'entend à cause des incendies de cet été. C'est adapté aux problématiques de ces personnes-là qui gèrent des forêts, qui ont besoin d'argent. Et toutes ces associations qui sont éligibles aux dons doivent fournir un reçu fiscal pour avoir droit. La taxe annuelle sur les logements vacants, donc elle existe depuis 2012 ou 2013, mais là, ils l'ont étendue. Elle peut s'appliquer dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants. Et aussi dans les communes qui ne respectent pas les conditions où il existe un déséquilibre entre l'offre et la demande de logement. C'est pour pousser les propriétaires en fait, à louer les logements dans les zones tendues par les offres de location. Et qui bloquent les loyers. Donc là, on attend le décret qui fixera la liste des communes où la taxe est instituée. Le communisme. La taxe d'habitation sur résidence secondaire, donc on attend aussi les délibérations des communes jusqu'au 28 février pour instituer donc la taxe d'habitation sur les logements vacants et la majoration de taxe d'habitation sur la résidence secondaire.
Donc ça, tout ça sont des décrets communaux. Oui, parce qu'un petit rappel, les résidences secondaires, actuellement, elles payent la taxe d'habitation plein pot. Et là, ce que ça suppose, c'est qu'il va y avoir une majoration en plus par rapport à la base de 100% qu'on avait jusqu'à présent sur la résidence principale. Maintenant, on peut avoir une surcoût. Bien de récupérer sur la résidence secondaire, ce qu'il y a plus sur la résidence principale. La révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, elle est repoussée. Elle était prévue au 1er janvier 2023. Elle est repoussée au 1er janvier 2025. Donc, cette valeur locative, elle sert comme base, par exemple, à la taxe foncière et à la taxe d'habitation. Donc, ça, c'est repoussé. Ça fait repousse d'année en année. Chantier compliqué. Oui, très compliqué. La réduction d'impôt Malraux, donc pareil, prorogation jusqu'au 31 décembre 2023. Donc ça, c'est vraiment des investissements de restauration immobilière dans des quartiers strictement définis pour voilà, rénover des habitats anciens déclarés d'utilité publique. Donc c'est quand même des conditions très, très strictes. Sur l'impôt sur le revenu, on est toujours sur l'exonération d'impôt pour les ventes réalisées au profit d'organismes en charge du logement social. Donc ça, ben, voilà, c'est pour favoriser les logements sociaux. Donc l'avantage fiscal est prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Et pareil, il y a toujours une exonération d'impôt pour la vente d'un droit de surélévation. La loi de finances a créé une surtaxe sur les plus-values immobilières pour les biens situés en Corse. Donc, pour limiter le phénomène de surspéculation immobilière en temps. Donc ça, c'est sur plutôt les propriétés bâties, hein, puisque les terrains à bâtir ne sont pas concernés. C'est les conseils pour le Pour la location meublée d'une partie de la résidence principale, donc il y a une exonération sur cette location. Si donc ça fait partie bien sûr de la résidence principale, si c'est bien sûr ça concerne la résidence principale du propriétaire, et il loue une partie de sa résidence principale à quelqu'un qui loge sa résidence principale. À ce moment-là, il y a exonération de la location. Et il y a aussi une exonération de la location si c'est un contrat saisonnier. Voilà. C'est du Airbnb en fait. Non, bah, là c'est plutôt sur du Airbnb, c'est pas de la résidence principale du locataire. C'est vraiment, par exemple, une chambre d'étudiant tout au long de l'année, par exemple, sur 10 mois sur 12. Mais du coup, le Airbnb, il est imposé à partir de 760 € par an. Il y a une tolérance jusqu'à 760 €, mais après, c'est imposé. Donc, il y a vraiment une exonération que si le locataire, il en fait sa résidence principale ou il a un contrat saisonnier, mais bon, de 3 mois, d'une semaine. Donc, voilà, effectivement, ça peut être un Airbnb sur 3 mois comme ça. Mais Airbnb vacances, ça n'en fait pas partie. Ouais. Les déficits fonciers. Donc, le déficit foncier, il est imputable sur le revenu dans la limite de 10 700 € par an. L'État a mis une limite à 21 400 pour favoriser les dépenses de travaux de rénovation énergétique. Donc, c'est pour tous les devis qui ont été passés à partir de novembre 2022, qui font que le logement il passe dans une classe énergétique meilleure. Donc, ça, c'est jusqu'au 31 décembre 2025. Et donc là, on a le droit d'imputer un peu plus sur les revenus globaux pour pousser à faire des travaux énergétiques. Bref, bien entendu, les reportables sur les revenus fonciers des années antérieures. C'est le même mécanisme, sauf qu'on a un petit avantage, c'est que l'année où on fait les travaux, on peut déduire un peu plus sur le revenu global. La partie sociale, je te laisse les. J'étais endormie, non, je trouve bon.
Du coup, il y a pas mal d'expérimentations cette année, on va voir au fur et à mesure des diapos. Donc, c'est par rapport à un certain type de service à la personne, notamment pour des personnes handicapées, personnes âgées, elles recevaient des aides donc, spécifiques et ils vont faire un principe de compensation avec ce qu'eux-mêmes ils doivent verser à des personnes qui viennent les aider en service à la personne, ce qui permet de moins sortir d'argent. C'est à titre expérimental. Au niveau du CESU, alors là c'est pareil, hein, c'est des mesures sociales qui sont expérimentales aussi, donc qui vont s'étendre. Il y avait un test qui avait été fait, notamment pour les personnes âgées ou les personnes handicapées. Ils avaient droit à un certain nombre de titres pour payer des personnes au titre de service à la personne. Et là, selon le texte qui va rentrer en vigueur, il y a une prise en charge directe par l'organisme de recouvrement, donc du CESU. Le principe, c'est essayer de ne pas faire des mouvements d'argent en sortie ou en rentrée et essayer de faire payer le net. Voilà. C'est pour éviter aussi les problématiques financières à ne pas pouvoir payer le service à la personne. Date d'entrée en vigueur de cette mesure, donc c'était fixé au 1er janvier 2023, mais en théorie, ça va être au cours de l'année 2023, puisqu'ils ne sont pas prêts. Mais c'est en voie de préparation. Vous connaissez ça, non? Alors là, il y avait très peu de mesures applicables aux particuliers, mesures sociales. On va voir les mesures applicables aux travailleurs indépendants et aux dirigeants. Alors, donc là, j'espère que vous allez me suivre. Lors de la crise Covid, les travailleurs indépendants qui étaient micro-entrepreneurs, donc ceux qui déclaraient chaque mois ou chaque trimestre leur chiffre d'affaires à leur SAF, sur le site spécifique des micro-entrepreneurs, auto-entrepreneurs, c'est la même chose. Ils ont eu droit, au moment où il y a eu les périodes d'arrêt de l'activité en France, à une exonération des charges sociales sur le chiffre d'affaires concerné, les mois concernés, donc les mois où la France elle a été paralysée. Mais sur le plan fiscal, ça continuait à être fiscalisé. Donc en fait, il y avait un peu un système à deux vitesses où on déclarait pour que les charges sociales soient calculées chaque mois ou chaque trimestre, mais à la fin de l'année, il y avait aussi une exonération fiscale au moment où on déclarait, parce qu'on ne déclarait pas tout. Mais à la fin de l'année, on est censé reconstituer pour l'administration fiscale le montant réel total des recettes qu'on a perçues dans l'année pour que l'administration fiscale calcule le bon impôt sur le revenu. Donc, comme il y a eu des périodes compliquées en 2022, en ce qui concerne le Covid, donc le dispositif qui avait été mis en place pour 2020-2021, les années Covid fortes, il a été prolongé pour 2022. Et après, en théorie, 2023, vous allez voir qu'il y a de moins en moins de mesures pro-Covid, donc c'est la fin des mesures d'aide. Ensuite, les dispositions applicables aux entreprises. Attends, c'était pas toi, ça? Si. Ah, pardon. Vous avez fait, ça a été rapide. Non, après, je réinterviens. Je ne vais pas te mettre. Parce que là, on revient aux mesures fiscales applicables aux entreprises. Après, je ferai une autre part sur les entreprises, les mesures sociales. Donc là, on passe sur la partie des professionnels. Au niveau des subventions d'équipement, quand l'entreprise investit sur un équipement supérieur à 500 € et qu'elle a une subvention, on doit normalement étaler le produit comme on étale l'amortissement. En fait. Voilà. Là, c'est le dispositif d'étalement qui s'applique dorénavant aux subventions d'équipement accordées par les organismes européens et aussi pour la réalisation d'économies d'énergie. Donc là, c'est juste une mise au clair sur le champ d'application de l'étalement des subventions d'équipement d'investissement. Donc, par exemple, un matériel qu'on achète 500 000 € et qu'on amortit sur 5 ans 100 000 €, ben pareil, on a une subvention à 300 000 €, quand on reçoit 300 000 €, on étale sur 5 ans. Donc, sur le résultat, c'est équilibré, la charge est équilibrée, le net est équilibré sur 5 ans. C'est une obligation ou une option? C'est une obligation.
Au niveau du taux d'impôt sur les sociétés, donc le taux normal d'impôt sur les sociétés est maintenant fixé à 25% et il ne bouge plus, puisqu'avant il était à 33%. Et il a diminué. Voilà, on a eu des années de baisse de ce taux jusqu'à arriver au taux de 25%. Ensuite, pour les PME donc qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions d'euros, avec le capital entièrement libéré et détenu par des personnes physiques directement ou indirectement, elles ont droit au taux à 15%, qui était là jusqu'au montant de 38 120 euros. Ce montant de 38 120 euros, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été relevé. Donc maintenant, il est passé à 42 500 euros et ça concerne les exercices à partir du 31/12/2022. Donc là, les bilans des 31/12/2022 bénéficient, donc sur les PME, bénéficient d'un taux d'impôt sur la société de 15% fois 42 500 euros. Bon, ça fait juste gagner 438 euros dans l'entreprise. C'est pas un gros cadeau. C'est pas un gros cadeau, on dirait, mais en fait, voilà, ça fait 438 euros. C'est déjà ça, mais c'est, voilà. Sur 10 ans. Voilà. Le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants, il est prolongé jusqu'au 31 décembre 2024. Donc ça, c'est pour encourager les dirigeants à se former. Donc c'est un crédit d'impôt qui est égal au taux du SMIC fois 40 heures maximum par an. Ça va pas loin. S'il fait 60 heures de formation par an, bah, il a fait un crédit d'impôt sur 40 heures. Et il est indemnisé qu'au taux du SMIC. S'il rémunère plus que le SMIC, effectivement, c'est pas compensé, mais c'est déjà une petite compensation. Le crédit d'impôt pour la rénovation énergétique des bâtiments, donc ça, c'est toutes les sociétés qui engagent des travaux, donc de chauffe-eau solaire, de pompe à chaleur, etc., sur des locaux où elles exercent une activité industrielle, commerciale, etc. Donc voilà, il est réactivé et il est à l'identique. Il est prorogé jusqu'au 31 décembre 2024. Donc voilà, l'État encourage toujours les dépenses de rénovation énergétique, que ce soit pour les particuliers ou pour les professionnels. Surtout dans le contexte actuel. Voilà, sachez qu'il y a un crédit d'impôt pour investissement en Corse, donc sur les rénovations d'hôtels, etc. Voilà, donc celui-là, il est prorogé de 4 ans jusqu'au 31 décembre 2027. Mais c'est pour travailler en Corse, c'est pas pour y habiter. Ouais. Voilà, plutôt sur les meublés de tourisme, le transport, etc. Au niveau des jeunes entreprises innovantes, ce qui change, c'est qu'elles peuvent prétendre au statut de jeune entreprise innovante que si l'entreprise a été créée depuis moins de 8 ans, alors qu'avant, c'était moins de 11 ans. Donc, les jeunes entreprises innovantes ont des avantages sur l'exonération d'impôt sur le bénéfice, l'exonération de taxes foncières et l'exonération de cotisations sociales d'entreprise. Et ça, c'est jusqu'au 31 décembre 2025. Donc, pour qu'elles en bénéficient, il faut qu'elles soient jeunes, que ce soit une entreprise et qu'elles soient innovantes. Déjà, si vous retenez ça, c'est parfait. Réduction d'impôt mécénat. Donc là, les entreprises, elles ont droit, quand elles versent un don, à 60% du don versé. Donc là, la liste des organismes éligibles est élargie. En fait, elle est élargie comme pour l'impôt sur le revenu, pour l'investissement sur la gestion forestière. Voilà. Au niveau de la transmission d'une universalité de patrimoine, l'État a mis au clair tout un débat sur les régularisations de TVA. Par exemple, quand une entreprise individuelle est apportée entièrement à une société, il n'y a pas de régularisation de TVA à faire. C'est voilà, ce type d'opération, donc ce type d'apport d'opération de transmission entière du patrimoine échappe à la TVA.
Sur les obligations en matière de facturation et donc la facture électronique, je ne vais pas détailler ce slide puisqu'il y a un diaporama de plusieurs pages que Martin vous présentera. À partir du 1er janvier 2023, l'administration fiscale a créé le groupe TVA. Donc, c'est au sein d'un groupe, en fait, il n'y aurait qu'une seule société qui paierait la TVA de tout le groupe. C'est pour éviter de dire entre les échanges intra-groupes, quand les sociétés se refacturent des choses, d'avoir à la fois de la TVA déductible d'un côté, de la TVA collectée de l'autre. Voilà, il existait déjà la consolidation de TVA. Donc là, ils ont créé le groupe TVA. Bon, ouais, sachez que ça existe pour quand il y a beaucoup de flux intra-groupe. Et par contre, il fallait arrêter la liste des sociétés avant le 10 janvier. Donc, effectivement, il faut être très rapide pour le mettre en place chaque année. Ils ont mis au clair aussi l'administration fiscale quand est-ce qu'on doit obligatoirement obtenir un numéro d'identification à la TVA. Donc, ils ont détaillé la liste des situations où on n'est pas obligé d'obtenir un numéro d'identification à la TVA. C'est vraiment pour des opérations exceptionnelles. Il y a eu une réforme de l'entreprise individuelle en 2022, donc on n'a plus le droit de parler d'EIRL. Maintenant, ce sont des entreprises individuelles ou des entreprises individuelles assimilées à une EURL. Donc là, ils ont mis au clair sur le calcul des droits d'enregistrement quand on cède une entreprise individuelle qui a opté pour une assimilation à une URL. Autrement dit, quand elle paye de l'IS, de l'impôt sur les sociétés, c'est assimilé à une cession de droits sociaux au niveau voilà, des calculs. Il y avait un vide. Il y avait un vide, c'était pas clair. Il y a encore beaucoup de vide sur cette réforme de l'entreprise individuelle. Donc, au moins, ils ont mis au clair ces droits d'enregistrement sur les cessions d'entreprises individuelles. Maintenant, il y a une taxe annuelle sur les bureaux dans les Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes. Cette taxe annuelle sur les bureaux concernait avant que l'Île-de-France. Donc, tous les bureaux en Île-de-France, les propriétaires devaient la payer. Et maintenant, voilà, élargie au département Bouches-du-Rhône, Var, Alpes-Maritimes. Et pareil, donc ça concerne les bureaux, locaux commerciaux, locaux stockage, surface de stationnement. Ça, c'est à partir du 1er janvier 2023. Donc, on revient sur la taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France. Sont exonérés de cette taxe les emplacements attenant à un local commercial aménagé pour l'exercice d'activités sportives, salle de sport attachées aux entreprises. Ça sera taxe sur les bureaux. Les bureaux, les parkings. Favoriser le sport en entreprise. Donc, ça fait un moment qu'on parle de la suppression de la CVAE, donc cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Elle sera supprimée totalement en 2024. En 2023, elle est diminuée de moitié. Ça fait plusieurs années qu'il la diminue de moitié chaque année. Donc, pour 2023, les taux sont encore diminués de moitié. Et puis, en 2024, on ne parlera plus de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises concerne que les sociétés qui font plus de 500 000 € de chiffre d'affaires. Par contre, ça peut faire des montants importants. Oui. Ça, c'est une réforme. Autant on a vu quelques mesures qui étaient plutôt des mesures light, autant ça, par contre, ça a un impact financier assez important pour les sociétés. Ça me permet de rebondir sur la diapo d'après. Donc, il y a quand même un plafonnement sur la cotisation de la valeur ajoutée. Elle est plafonnée, donc on peut demander un dégrèvement quand on dépasse. Donc, il y a un formulaire exprès pour demander le dégrèvement entre donc la CET qui est à la fois dans la CET, cotisation économique territoriale, il y a à la fois la CVAE, donc ce dont je vous ai parlé, et la CFE, cotisation foncière d'entreprise, donc l'ancienne taxe professionnelle. Celle-là, donc il y a toujours un plafonnement. Donc maintenant, vu que la CVAE diminue, le plafonnement n'est plus à 2%, il passe à 1,62,5 en 2023. La CVAE, c'était une mesure qui avait été mise en place
il y a longtemps maintenant, et qui était profondément injuste pour ceux qui réalisaient de la valeur ajoutée, justement, parce que certains, ça leur a plombé totalement leurs bénéfices. Le modèle économique était sain et c'est devenu une taxe vraiment très lourde pour certaines structures qui pouvaient rajouter. Mais elle est Sans plafonnée. raison. Elle est plafonnée. Mais elle est plafonnée, mais malgré tout, malgré le plafond, pour certains, c'était une énorme part de bénéfices qui partaient en taxes. Les gros changements, finalement, ils impactent les ressources des collectivités territoriales. Oui. 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 Tout à fait. Oui. On peut voir ça comme ça, effectivement. Bah ouais. Il y a Ouais. des mesurettes, et puis après, on supprime les ressources des collectivités locales. Oui. On est d'accord. Ça fait déjà un certain nombre d'années que c'est attaqué petit à petit. Ouais. Surtout que les valeurs locatives, la revalorisation est reportée de 3 ans, donc par rapport aux recettes qui vont augmenter, eux, ils peuvent attendre 2025-2026. Et il va y avoir quelque chose d'intéressant cette année, parce que si vous vous connectez à votre compte fiscal en ligne actuellement, vous avez accès à un tout petit truc mal classé. Ça s'appelle Je confirme les personnes qui habitent dans mon logement, donc en particulier. Là, vous listez toute la liste des personnes. En fait, ils vous font faire leur boulot parce qu'ils n'ont pas pu le faire dans les temps. Donc, ils vont demander au contribuable cette année de déclarer la liste des occupants, les superficies. On doit confirmer les superficies, le nombre de pièces, ceci, cela. Et ça va leur permettre de mettre en jeu leur super calculateur sans avoir de travail administratif pour qu'on ait on ait des propres contrôleurs d'administration fiscale. C'est pas à faire avant le 30 juin, ça, non? Mais on n'en parle pas beaucoup dans la presse. C'est une obligation. On en parlera, nous, parce qu'on envoie des newsletters régulières et du coup, on vous informera. Mais ça concerne surtout les particuliers pour l'instant. Et on diffusera l'information dès lors qu'elle sera bien correctement diffusée par l'administration fiscale elle-même. Pareil sur la valeur locative des locaux professionnels. Du coup, les résultats de l'actualisation réalisée en 2022 sont pris en compte pour l'établissement des bases d'imposition de l'année 2025, pour reporter. Et je passe la main à Léa. Ah oui. Ouais, il n'y a pas de titre pour enchaîner. Donc là, on s'intéresse maintenant aux entreprises avec les mesures sociales qui concernent les entreprises. Vous en avez peut-être entendu parler, peut-être ça vous intéresse moins, le social de l'entreprise, ça dépend, c'est moins axé fiscalité, c'est sûr. Il était envisagé que l'URSSAF collecte la totalité de ce que collectaient les caisses de retraite aujourd'hui, sauf qu'il y a eu un combat en janvier. Et pour l'instant, le gouvernement a reculé, donc cette mesure ne sera plus applicable. Donc, je vous le dis, elle est repoussée à plus tard pour la paix sociale, parce qu'aujourd'hui, au gouvernement, il y a une grosse discussion sur la loi retraite future, donc ils ne voulaient pas polluer le débat. Et dire que l'URSSAF était tentaculaire et était une énorme administration qui collectait tout l'argent de toutes les entreprises, au final, quasiment tout. Maintenant. Donc, c'est repoussé. Mais c'était prévu, c'est prévu dans la loi de financement. Ensuite, ça, c'est une mesure qui avait été mise en place en 2021-2022, année Covid, pour favoriser le rachat par les salariés d'une entreprise de titres de cette entreprise. Donc, à l'époque, normalement, la loi, initialement, elle disait que le forfait social, un forfait social, ça veut dire charge sociale patronale applicable à ce genre de transaction, il était de 10%. Ils l'ont suspendu pour les années 2021 et 2022 et ils le suspendent à nouveau pour l'année 2023. Donc, ceux qui ont des opérations à faire avec leurs salariés pour qu'ils rachètent des titres, en fait, il y a un petit avantage social, à savoir, il n'y aura pas les 10% de charges sociales patronales sur ces transactions. C'est à retenir. Alors là, on attend un décret. Mais il y a eu une grosse réforme relative au compte personnel de formation. Alors, durant ces 2 dernières années, vous avez peut-être entendu parler que beaucoup de sociétés avaient exagéré et avaient ponctionné les comptes de certaines personnes sans que ces personnes n'aient compris ce qui s'était passé, en se connectant à leur espace en ligne et en souscrivant des formations fictives pour pomper l'argent public.
Donc, c'est pas ce qui est dit là, hein, dans la diapo, mais en gros, l'État a réfléchi au compte personnel de formation, au modèle actuel, et donc il a déjà interdit les sollicitations commerciales pour les comptes personnels de formation. C'est maintenant interdit. Tout démarchage est interdit. Mais il va plus loin. Il doit fixer par décret, et là le décret n'est pas sorti malheureusement, un montant de participation obligatoire à chaque coût de formation. Parce en gros, avec l'ancien système, on pouvait pomper 5 000 € en une seule fois et c'était fini, c'était invisible. Là, il y aura des étapes intermédiaires et en plus, seul le titulaire du compte peut se connecter, en théorie. Bon, après, les hackers, ils peuvent toujours faire. Mais c'est moins facile qu'avant. Donc, c'est à suivre, on attend un décret. Sauf pour les demandeurs d'emploi, les titulaires de compte, lorsqu'il y a eu un abondement en droit complémentaire, eux, il n'y a pas de participation qui sera demandée. Nous, on attend le décret, on vous communiquera les infos quand on les aura. Le Covid. Alors, le Covid, il y a plusieurs mesures, plusieurs niveaux de mesures. Donc, déjà, il y a eu la mesure générale, le PGE. Vous en avez tous entendu parler, créé au cours de l'année 2020, qui n'a pas arrêté d'être prolongé. Et il est prolongé à nouveau pour une année supplémentaire jusqu'au 31 décembre 2023 pour ceux qui n'auraient pas souscrit ces prêts et qui auraient une utilité particulière pour cette année. Donc, c'était censé s'arrêter en 2022. Et après, ce n'est pas indiqué dans la diapo, mais on peut aussi renégocier pendant toute l'année 2023 les conditions de remboursement du PGE lorsqu'on a des difficultés financières pour respecter le plan de remboursement initial. Donc, alors là, c'est assez drôle aussi. Le pendant de l'administration des URSSAF, c'est l'administration fiscale. Impôts.gouv, ça reste impôts.gouv, ça devient tentaculaire. Donc, alors là je sais bien que je suis dans le social, mais c'est le contrôle fiscal et social. Et là, il a été prévu par la loi de finances que les impôts, donc les impôts classiques qu'on connaît, vont récupérer toutes les taxes, un certain nombre de taxes qui ont été captées par les douanes. Transfert de responsabilité. Donc, il y a un certain nombre qui sont listés, la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, taxe spéciale de consommation sur les produits pétroliers, contributions sur les boissons non alcooliques, etc. Avant, l'administration qui était responsable de cette collecte, c'était les douanes. Aujourd'hui, ce seront les impôts classiques des GFIP qui vont nous demander de déclarer un certain nombre de taxes sur les déclarations annexes de TVA, notamment. Donc là-dessus, l'administration fiscale devient monstrueuse, énorme. Donc elle a de plus en plus de responsabilités et elle collecte de plus en plus d'argent. Le privilège du trésor, alors là c'est juste des petits aménagements. Autrefois, quand quelqu'un avait des dettes et un contrôle fiscal, le trésor passait avant tout le monde pour un certain nombre de dettes fiscales, notamment l'IS, CFE, etc. Et le privilège du trésor, savoir passer avant les autres créanciers, il sera plus applicable pour le recouvrement des taxes qu'on a vues, notamment tout à l'heure, des taxes, des petites taxes, des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureau, etc., etc. Il passera comme les créanciers classiques. Pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2023, donc ça y est, on est dedans. Lorsque un particulier reçoit un avis de vérification, quand une société reçoit un avis de vérification qui est en même temps une vérification de la situation fiscale personnelle du dirigeant, normalement, dès le premier document qui sera envoyé au contribuable, il y aura la liste de tous les comptes connus par l'administration fiscale qui sont susceptibles d'être analysés, pour être poli. Analysés et sur lesquels ils peuvent demander des explications. Mais en cours de contrôle, il peut se rajouter d'autres comptes qui étaient inconnus de l'administration fiscale au moment de déclenchement du contrôle. Donc ça ne change pas d'avant. Mais au moins, le contribuable, il n'y aura pas le jeu de dupe initial. Le contribuable, il saura parfaitement les comptes connus par les impôts. Et il y en a de plus en plus qui sont connus par les impôts. Les systèmes de verrouillage ont été quand même assez efficaces. Contrôle social. Ah, ça, c'est une mesure qui peut faire très mal à certaines entreprises. Alors, cette année, ils ont décidé de sanctionner encore plus les personnes coupables de travail dissimulé. Et ceux qui sont coupables indirectement de travail dissimulé, à savoir ceux qui emploient des entreprises qui elles-mêmes ne payent pas leurs charges sociales. Autrefois, jusqu'à 2022, le donneur d'ordre qui employait un sous-traitant et qui lui-même ne payait pas ses charges sociales, il était
responsable du paiement des charges sociales non payées du sous-traitant. Mais il y avait un plafond. Donc 15 000 € pour les personnes physiques, 75 000 €, et ce plafond était analysé tous les mois. Maintenant, il n'y a plus de plafond. C'est-à-dire, alors, que je sois bien claire, c'est, par exemple, je suis une énorme entreprise, j'emploie plein de sous-traitants et j'ai plein d'exonérations. J'ai mes salariés, je les paye et après, il y a la réduction de fiance sur les bulletins de paye. Donc, ça peut représenter des montants d'argent très, très, très conséquents. Autrefois, on me disait, bon, ok, tu es solidaire, mais dans la limite de 15 000 € d'exonération sociale sur tes bulletins de paye ou de réduction de cotisation. Maintenant, tu es solidaire de la totalité de toutes les aides qu'on t'a accordées sur les bulletins de paye. Réduction en Fillon, tu n'en as plus, totalement. Et toutes les exonérations que tu pouvais avoir, plus rien non plus. Pour certaines sociétés, ça peut être énorme la conséquence. Après, c'est plus le même enjeu, hein. C'est un moyen très simple de mettre la pression sur les donneurs d'ordre, hein, vous l'avez bien compris, hein. C'est soit vous êtes vigilant et faites ce qu'il faut pour vérifier la situation, notamment sociale, de vos sous-traitants, soit c'est dans ce cas-là la sanction est ça. Ça monte très vite, hein, la réduction FIO, on s'en rend pas compte, mais la réduction bas salaire, c'est très, ça peut, en fonction du nombre de salariés, ça peut représenter des montants astronomiques. Les collectivités sont concernées? Là, je ne sais pas, j'ai pas eu l'info. Attendez, je regarde. Normalement, c'est les entreprises clés, mais je regarderai. C'était pas marqué dans les informations qu'on avait eues. Ça fait des années que l'Urssaf communique là-dessus, hein. Depuis les années 2010, ils n'arrêtent pas de communiquer sur le travail dissimulé, le délit de faire appel à un sous-traitant dont on n'a pas demandé, à qui on n'a pas demandé une attestation de vigilance pour vérifier qu'il payait bien ses charges. Là, ça continue à peser. Alors là, c'est pour bon, après, quand nous, on fait des payes pour vos salariés, on prépare et puis on vous les envoie, notamment, mais il y a des tas de prestataires. Et lorsqu'on fait des payes, on envoie chaque mois une DSN. Donc, une DSN, c'est une déclaration sociale nominative. Et ça permet de donner à toutes les caisses sociales les données du mois. Donc, ça envoie en flux informatique. Donc, jusqu'à présent, les caisses captaient les flux, les analysaient et quelquefois identifiaient des incohérences. Sauf qu'elles n'avaient pas la main pour rectifier les incohérences qu'elles avaient identifiées. Aujourd'hui, les URSSAF notamment auront le droit de modifier une DSN erronée et de demander le complément qui n'a pas été payé. En fait, ils ont l'autorisation de recalculer tout ce qui a été mal fait. Alors qu'avant, ils nous demandaient de rectifier les DSN, le prestataire qui faisait les payes. Maintenant, ils ont toutes les cartes en main. Voilà. Donc ça va encore plus loin dans leur pouvoir. Alors oui, là c'est un peu, c'est pour donner lutte contre la fraude sociale. En gros, ce que vous devez retenir, c'est que les agents de contrôle à la protection sociale ont de plus en plus de pouvoir. Les agents de contrôle à l'inspection du travail ont de plus en plus de pouvoir. Et les sanctions qui sont applicables en cas de non-transmission d'informations sont de plus en plus lourdes. Donc c'est pour éviter la fraude sociale, qui représente un montant qui est largement sous-estimé. En fait, on voit ici le pendant qu'on a eu il y a quelques années avec l'administration fiscale. Il y a quelques années, on a renforcé les capacités de l'administration en matière de contrôle fiscal. Et là, en fait, ils ont fait le pendant en matière de contrôle boursier. Le contrôle de l'inspection du travail. Avec, ça c'est intéressant aussi, la transmission d'informations par l'administration fiscale. Donc, elles se parlent, les deux administrations. Ça se parle beaucoup plus qu'il y a quelques années. Concrètement, une entreprise qui a un contrôle fiscal qui ne s'est pas bien passé a forte chance d'avoir un contrôle URSSAF, ou vice-versa. En général, on a plus souvent des contrôles URSSAF que des contrôles fiscaux. Il va y avoir certainement des liaisons qui vont être extrêmement rapides entre les deux contrôles. Et c'est la fin de la première partie. Vous avez vu que c'était une loi de finances qui n'est pas très novatrice, il n'y a pas de mesure particulière. Pour tenir, c'est la CVAE, ça, la modification des règles afférentes à la CVAE. Et puis pour les particuliers, la modification des règles relatives à tout ce qui est les travaux d'économie d'énergie. Puisque vous avez bien compris qu'on est dans un système sur lequel on a réformé les classifications des immeubles, notamment tout ce qui est bâtiment, le diagnostic thermique a été modifié, ce qui a entraîné des dégradations de cotation de immeubles. Et en parallèle, il y a des interdictions progressives de louer des bâtiments à faible efficacité énergétique. Donc, pour l'instant, les passoires thermiques G, classées G, sont pas permis à l'habitation, mais progressivement, ça va s'étendre.
Donc, pour anticiper le fait qu'il pourrait y avoir des logements qui sortent du marché locatif parce qu'ils ne respectent pas les conditions, donc l'État met en place des systèmes pour aider à l'amélioration des performances énergétiques des logements. Donc on est dans cette tendance aussi à l'économie d'énergie. On le voit pour les particuliers et on le voit aussi pour les mesures afférentes aux entreprises. Système de crédit d'impôt spécifique pour les travaux énergétiques. Voilà ce qu'on peut dire. C'est un point important, moi, c'est cela qui m'a marqué. Non, les sanctions qui s'alourdissent. Oui, Voilà. C'est contrôle, en gros, les contrôles sont de plus en plus lourds quand il y a des fraudeurs. Mais pour le reste, il y avait quand même le droit à l'erreur. Du contribuable, c'était né l'année dernière. C'est que quand on est de bonne foi et qu'on s'est trompé, on dit excusez-moi, je me suis trompé, il y a moins de pénalités. Mais pour les gros fraudeurs, les sanctions sont beaucoup plus lourdes. et on va le voir après avec la facture électronique. L'administration fiscale aura beaucoup d'informations sur ce qui se passe dans les entreprises. Vous avez des questions sur la partie loi de finances?